Précédemment, on a défini l'injectivité d'une application ainsi que la surjectivité d'une application. On va regarder ce qui se passe quand vous avez les deux à la fois, c'est-à-dire si je considère une application de E dans F qui est à la fois injective et surjective. Puisque mon application est surjective, ça veut dire que tout élément de grand F, de l'ensemble d'arrivées, admet au moins un antécédent par mon application. Et comme elle est injective, tout élément de l'ensemble d'arrivées admet au plus un antécédent. Donc si j'ai les deux à la fois, eh bien tout élément de l'ensemble d'arrivées admet exactement un antécédent par mon application F. Et donc, je vais pouvoir construire une application qui va de F dans E, donc qui va dans l'autre sens, et qui a un élément Y de grand F associe l'unique antécédent de Y par mon application F. Donc si j'appelle cette application-là G, G c'est l'application qui va de grand F dans E et qui a Y associe l'unique antécédent de Y par F. Donc, quand ceci est possible, on va dire que F est bijective, donc qu'il y a bijection entre grand E et grand F, c'est-à-dire qu'il y a que petit f réalise vraiment une correspondance entre tous les éléments de grand E et tous les éléments de grand F. Et ceci n'est possible vraiment que si vous avez à la fois la surjectivité et l'injectivité. Pourquoi? Si vous n'avez pas la surjectivité, ça veut dire qu'ici vous avez des éléments dans grand F qui n'ont pas d'antécédent par l'application F et du coup, ils n'auraient pas d'image par mon application G. Donc elle ne serait pas correctement définie de grand F dans grand E. Et si vous n'avez pas l'injectivité, si par exemple on est dans le cas de figure où deux éléments sont envoyés sur celui-ci, eh bien celui-ci aurait deux antécédents par mon application petit f, et donc aurait deux images par mon application G, et on sait bien que ça contredit la définition, enfin, ce n'est pas possible pour une application. Donc il faut bien avoir l'injectivité et la surjectivité. En fait, il y a équivalence entre ces deux choses, c'est-à-dire on va appeler application bijective, une application qui est à la fois injective et surjective, et ceci est équivalent à l'existence d'une application réciproque, une application, c'est-à-dire une application G qui va de grand F dans grand E, on l'a exhibé précédemment, qui vérifie ces deux égalités. On va s'attarder sur ces deux égalités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un élément X dans grand E pour commencer, que je lui applique ma fonction f, donc j'arrive dans grand F, f de x, si mon application G fait le chemin inverse, en fait, hop, je vais retomber sur x, c'est-à-dire pour tout x appartenant à grand E, l'image par G de f de x, c'est égal à x. Et ça, en fait, on peut le voir comme l'image par l'application identité de E de x. Donc en fait, ceci étant vrai pour tout x dans E, je peux l'écrire en regardant uniquement les applications et ça me dit que G rond F, c'est l'application identité. De la même manière, ceci s'écrit pour tout y appartenant à F, l'image par F de G de y égale y. Donc si je peux trouver une application G qui vérifie ces deux égalités, bien en fait, je vais avoir la surjectivité et l'injectivité, c'est-à-dire la bijectivité de mon application. Dans ce cas-là, l'application G est unique et on l'appelle la fonction réciproque de f et on la note f-1. Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau dans le sens où vous avez déjà vu ça par le passé. Si par exemple je regarde l'application exponentielle qui va de R dans R étoile plus et qui a x associé donc exponentielle x, eh bien je sais qu'elle possède une application réciproque qui est le log en fait, qui va de R étoile plus dans R et qui a y associe log de y. En effet, pour tout x dans R, j'ai le log de exponentielle x qui est égal à x, et pour tout y dans R étoile plus, j'ai le log de, j'ai exponentielle du log de y qui est égal à y. On va démontrer ce théorème. On va commencer par le sens facile qui est le sens 1 implique 2, puisqu'on a déjà en fait tout le travail.
On suppose que f est injective et surjective. Donc on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée possède un unique antécédent par mon application f. Et bien c'est comme ça que je vais définir mon application g. Je la définis comme l'application qui va de grand F dans grand E et qui a un élément y de grand F associe l'unique antécédent de y par f. Et de cette manière-là, je vais avoir ces deux égalités vérifiées. Le sens difficile, c'est l'autre, c'est 2 implique 1. Je vais supposer que j'ai ces deux égalités et je vais démontrer que mon application, elle est injective et surjective. On va commencer par l'injectivité. Pour montrer que mon application est injective, je prends deux éléments de l'ensemble de départ, A et B, dans E, et je suppose que f de A égale f de B. Donc, en appliquant G à cette égalité, j'ai G de f de A égale G de f de B. Et ceci, d'après cette égalité, ben, c'est tout simplement A. Et ceci, c'est B. Donc, A égale B. Ceci étant vrai pour tout A et B, en fait, ceci prouve bien que mon application est injective. Alors rappelez-vous, en fait, on l'a déjà fait ce travail quand on a démontré que l'exponentielle était injective. J'avais supposé que exponentielle A était égale à exponentielle B et j'étais passé au logarithme pour avoir A égale B. Mais en fait, passer au logarithme, oui, c'est en fait appliquer l'application réciproque de l'exponentielle. Démontrons maintenant que f est surjective. Donc pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée. Je vais prendre un y dans f. Et je vais essayer de l'écrire comme l'image par petit f d'un élément de E. Alors, si j'applique cette égalité à y, ce que j'ai, c'est on a f rond g de y égale l'identité de f de y, c'est-à-dire y. Alors, je peux le faire puisque y est bien dans grand F. Et ceci, je peux l'écrire comme l'image par f de g de y. G de y, c'est un élément de E, donc j'ai bien écrit y comme l'image par f d'un élément de E, ce qui prouve que y possède un antécédent par petit f, qui est en fait g de y. Et ceci prouve bien, puisque c'est vrai pour tout y dans f, que mon application est surjective. Alors à noter que cette démonstration est détaillée dans votre poly et je vous laisse la lire, elle est faite de manière rigoureuse. On va finir par démontrer que maintenant, si une telle application existe, c'est la dernière partie du théorème, ici, ben, si une telle application existe, l'application réciproque, eh bien, elle est unique. Donc on va démontrer ça. Alors comment on fait pour démontrer qu'un objet est unique en mathématiques? Eh bien en fait c'est assez rigolo comme principe de démonstration. On va supposer qu'il en existe deux. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais supposer qu'il existe deux applications G et G tilde qui vérifient la même chose. Et on va montrer en fait qu'elles sont égales. C'est comme ça qu'on démontre l'unicité. Alors je suppose qu'il y a deux applications qui vérifient la même chose, c'est-à-dire j'ai G rond F égale G tilde rond F égale l'identité de E, et aussi F rond G égale F rond G tilde égale l'identité de F. Et mon but c'est d'arriver à la conclusion que G égale G tilde. On va partir de F rond G égale l'identité de F, par exemple. Je vais réécrire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait en quelque sorte annuler ce petit f, donc je vais composer à gauche par G tilde. Je vais faire G tilde rond f, donc égal à G tilde rond identité de f. Pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que si j'utilise cette égalité, ceci, c'est l'identité de E. Donc ici, j'ai identité de E rond G, c'est-à-dire G, égale G tilde rond identité de f, c'est-à-dire G tilde. Et j'ai bien ce que je voulais obtenir, G égale G tilde. On a donc démontré notre théorème. Ainsi, dans la pratique, quand on aura à démontrer qu'une application est bijective ou qu'on se posera la question de la bijectivité, on a plusieurs options. Alors, premièrement, on peut démontrer que f est injective. Donc, vous voulez démontrer que f est bijective. Donc, vous pouvez démontrer que f est injective et que f est surjective en revenant à la définition de l'injectivité
et de la surjectivité. Une autre possibilité, on va le voir tout de suite dans un exemple, c'est de montrer que tout élément y de f, pour tout y de f, il existe un unique antécédent par f. Un antécédent par petit f. Donc c'est une autre façon de démontrer. Si j'ai ça, alors j'aurai effectivement l'injectivité et la surjectivité. Et enfin, la dernière manière de démontrer qu'une application est bijective, d'après la propriété, le théorème que je viens de démontrer, c'est d'exhiber une application G qui vérifie G rond F égale l'identité de E et F rond G égale l'identité de F. Donc c'est une troisième manière de démontrer qu'une application est bijective. On va regarder tout de suite un exemple. Alors rappelez-vous, on a étudié plusieurs fois l'application qui va de R dans R et qui a T associé T carré plus 1. Si je représente le graphe de cette fonction, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est c'est la parabole de la fonction carré translatée de 1 vers le haut. Donc ça ressemble à ça. Cette application, elle n'est pas injective pour commencer, parce qu'on voit bien que cette application ne prend plusieurs fois la même valeur. Donc par exemple ici, on avait vu que l'image de 2, c'était l'image de moins 2, c'était 5. On l'a rendue injective, on peut la rendre injective en tout cas, en la restreignant à R+. Pourquoi? Parce que ici maintenant mon application elle est strictement croissante et on le sait, on sait qu'une application strictement monotone elle est injective. Après cette application n'est toujours pas surjective puisque si je prends n'importe quel Y qui est strictement plus petit que 1, vous voyez bien qu'il n'a pas d'antécédent par l'application. Par contre, si je restreins l'ensemble d'arrivées à 1 plus l'infini, c'est-à-dire les images de R+ par cette application, eh bien, elle va être surjective. On va démontrer, donc en fait, ici, on va obtenir, en considérant F3, qui est l'application qui va de R+ dans 1 plus l'infini, eh bien, elle va être à la fois surjective et injective, c'est-à-dire bijective. Donc pour le démontrer ici, on va justement utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire prendre un élément de l'ensemble d'arrivées et montrer qu'il existe un unique antécédent. Alors pour cela, je me fixe un Y dans 1 plus infini et je vais chercher ces antécédents. Donc on prend un X dans R+, et on a les équivalences suivantes. Donc à quelle condition F3 de X égale Y? On a les équivalences suivantes. Ici, je peux passer à la racine puisque Y-1 est positif. Et maintenant, comme on a restreint l'ensemble de départ à R+, au lieu d'avoir ces deux possibilités, je n'en ai qu'une seule puisque X est positif. Ce qui veut dire ici que pour tout Y dans l'ensemble d'arrivées, j'ai montré qu'il existait un antécédent. Donc ceci étant vrai pour tout Y, mon application est surjective. Et puisqu'il n'en existe qu'un seul, et que c'est vrai pour tout Y, cette application est également injective et donc bijective. Elle est les deux à la fois, donc elle est bijective. En plus, ce travail, donc quand vous démontrez que votre application est bijective de cette manière-là, en fait, ce qui est commode, c'est qu'on va avoir en plus une expression explicite de sa réciproque. Pourquoi? Parce que ici, vous avez trouvé l'unique antécédent de Y, c'est racine de Y-1. Ça veut dire que l'application réciproque, on le sait, c'est l'application qui a un élément de l'ensemble d'arrivées associe son unique antécédent par l'application F. Donc ici, l'application réciproque, c'est celle qui va de 1 plus infini dans R+, et qui à Y associe racine de Y-1. Le graphe de F3 nous permet à la fois de déterminer les images des éléments de l'ensemble de départ, donc de R+. Donc si je prends un X dans R+, le graphe me permet de trouver son image ici, qui est X carré plus 1. Mais il nous permet également de déterminer les images par l'application F3-1 des éléments de l'ensemble d'arrivées. Si je prends un Y dans 1 plus l'infini ici, eh bien, je peux déterminer l'image de Y par F3-1, c'est-à-dire l'unique antécédent de Y par l'application F3, donc qui est en fait racine de Y-1. On va finir cet exemple en vérifiant qu'on a bien ces égalités. Alors, c'est inutile de le faire pour avoir la bijectivité, étant donné qu'on l'a démontré en montrant qu'il existait un unique antécédent pour tout élément de l'ensemble d'arrivées. Après, c'est bien de le vérifier par le calcul qu'on a bien ces égalités. Prenons un X dans R étoile plus pour commencer. F3-1 de F3 de X,
c'est égal à f3 moins 1 de x carré plus 1. Et f3 moins 1, c'est l'application qui a y associé racine de y moins 1, c'est donc racine de x carré plus 1 moins 1, c'est-à-dire racine de x carré. Attention, racine de x carré, c'est égal à valeur absolue de x. Mais ici, étant donné que x est dans R+, en fait, c'est égal à x. Donc, on a bien f3 moins 1 de f3 de x qui est égal à x, que je peux voir comme l'identité de R+ de x. Et ceci étant vrai pour tout x, on a bien cette égalité des applications. De la même manière, on va vérifier ceci. Donc, je prends un y dans 1 plus l'infini. f3 de f3 moins 1 de y, c'est égal à f3 de racine de y moins 1. C'est-à-dire cet élément au carré plus 1, donc racine de y moins 1 au carré plus 1, c'est-à-dire y moins 1 plus 1, et donc y, qu'on peut écrire comme l'identité, l'application identité de 1 plus l'infini, puisque y est dans 1 plus l'infini, de y. Et ceci étant vrai pour tout y, on a bien cette égalité. Alors, on a dit que le graphe de l'application F3 nous permettait à la fois de déterminer les images par l'application F3 des éléments de R+, mais également les images par l'application F3-1. Alors, pourquoi? Parce que si vous prenez un Y ici, je peux déterminer l'image de Y par F3-1 en cherchant l'unique antécédent de Y qui est en fait racine de Y-1. En fait, si on veut construire le graphe, oui, de l'application F3-1, on se dit que en fait, il faudrait inverser le rôle de x et y, donc d'inverser les axes ici, que l'axe des abscisses devienne l'axe des ordonnées et que l'axe des ordonnées devienne l'axe des abscisses. Eh bien, on comprend bien que ça revient à faire une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. Et d'ailleurs, si on trace le graphe de la fonction qui a y associe y-1, racine de y-1 qui est ici, on observe effectivement la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x de ces deux courbes. Alors on va démontrer ceci. On va commencer par remarquer que si vous prenez un point de coordonnées AB, le symétrique de AB par rapport à la droite d'équation y égale x, c'est en fait le point de coordonnées BA. On va prendre un point, on va supposer que AB est sur la courbe de ma fonction f, et on va démontrer que son symétrique, donc BA, appartient à la courbe de la fonction réciproque. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Je vais commencer par traduire le fait que AB appartienne à la courbe de la fonction f. Donc ce que ça veut dire, que AB est sur la courbe de la fonction f, c'est que l'image de l'abscisse de ce point, c'est-à-dire l'image par f de A, eh bien c'est son ordonnée, c'est-à-dire B. Et maintenant, je vais appliquer f-1, la réciproque. Donc j'ai f-1 de f de A qui est égal à f-1 de B. Donc, ceci c'est A. J'ai A qui est égal à f-1 de B. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que l'image de B par l'application f-1 c'est A, c'est-à-dire que le point de coordonnées BA appartient à la courbe de la fonction f-1. En effet, l'image par f-1 de l'abscisse de ce point, c'est bien son ordonnée. Alors de la même manière, on peut démontrer que si AB appartient à la courbe de la fonction réciproque, eh bien on a le symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x qui appartient à la courbe de la fonction f. Ça se fait exactement de la même manière. On va finir par un théorème. On a déjà vu précédemment que la composée de deux applications injectives est injective et également que la composée de deux applications surjectives est surjective. Et bien, du coup, la composée de deux applications bijectives est bijective et on a en plus une formule pour déterminer sa réciproque. Je vais commencer par faire un dessin. Donc je considère une application f qui va de E dans f, puis une application G qui va de F dans G, et je considère G rond F qui va de E dans grand G. Eh bien, en fait, je cherche l'application réciproque, c'est-à-dire celle qui va de grand G dans grand E et qui fait le chemin inverse, entre guillemets. Donc, pour commencer, je peux remarquer qu'ici,
G étant bijective, j'ai G-1 qui va de grand G dans grand F, et F-1 qui va de grand F dans grand E. Donc l'application qui est ici, attention, ce qu'on a ici, c'est donc F-1 rond G-1. Eh bien, c'est cette application qui est la réciproque de celle-ci. La réciproque de G rond F, c'est en fait F-1 rond G-1. Alors, en effet, on peut le vérifier en montrant, en calculant, en fait, G rond F, rond F-1, rond G-1. Donc, ceci me donne G rond F-1, rond G-1. F rond F-1, c'est l'identité de F, puisque F-1 part de grand F. Donc, j'ai G rond id F rond G-1, c'est-à-dire G rond G-1. Et G rond G-1, puisque G-1 est la réciproque de G, ça, c'est l'identité de grand G, puisque G-1 part de grand G. Donc, on a bien ce à quoi on s'attendait, G rond F-1 rond G-1, qui est égal à l'identité de G. Et de la même manière, F-1 rond G-1 rond G rond F, en faisant la même chose, on aboutit à l'identité de E, ce qui me permet de démontrer qu'effectivement, cette application est bien la réciproque de celle-ci. Voilà qui achève notre vidéo et donc notre chapitre sur les applications.